Je veux encore un virage, encore une accélération. Fabio va le faire. Fabio le fait. Fabio l'a fait. Et Johan Zarco, il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Bruit du Paddock. On se retrouve après le Grand Prix de République tchèque sur le circuit de Brno. Je suis toujours accompagné de Noah. Salut Noah, ça va ? Salut, ça va très bien. On va revenir en détail sur ce week-end de Grand Prix en République tchèque. On va commencer par quelques news avant d'attaquer sur les journées à proprement parler. On a eu dans le week-end l'officialisation de Marc Marquez qui a signé chez Ducati jusqu'en 2028. C'est pas vraiment une surprise, on s'y attendait. C'est la première officialisation de ce grand mercato. Ouais, la première, parce qu'on n'a eu aucune info des autres, même si on a beaucoup de rumeurs. Non, pas pour le moment. Pour le coup, Marquez, on n'avait aucune rumeur sur lui et ça a été le premier à signer et à annoncer sur les médias, à être annoncé sur les médias. Mais c'est Marquez, quoi. On sait qu'il a essayé de faire jouer un peu des esprits en faisant croire qu'il potentiellement prendrait sa retraite et au final, il devance tout le monde encore une fois, même sur les contrats. C'est ça, et puis bon, ceux qui sont surtout emballés en pensant qu'il prendrait sa retraite, c'est surtout ceux qui voulaient faire un petit peu du clic, parce que je pense que ça n'a jamais été un sujet pour lui, à mon avis. Non, ça m'étonnerait, ouais. Ensuite, il y a cette information qui est tombée sur la grille de départ, parle-nous-en un petit peu. Ouais, alors à partir du coup du Grand Prix du Sachsenring, donc en Allemagne, qui est après Assen, il me semble. C'est ça. On va avoir du coup, pour l'instant, pour mettre un peu tout le monde dans le bain, je sais que c'est difficile à imager. Aujourd'hui, on a des grilles de départ où, prenons exemple sur la première ligne, la première et la deuxième place sont espacées d'une distance de 3 mètres au niveau de la longueur, pas au niveau de la largeur. Et entre la première et la deuxième ligne, on a un espace de 9 mètres. Dès le Sachsenring, on aura du coup sur la première ligne, entre la première et la deuxième place, un espace de 4 mètres, donc 1 mètre de plus. Et entre la première et la deuxième ligne, un espace de 12 mètres. Donc ce qui nous fait quand même 3 mètres de plus. Je pense que c'est quelque chose qui a été mis en place d'un point de vue sécurité. Oui, c'est certain. C'est après le crash de Barcelone, après le crash du Balaton. Crash de Zarco, ouais. Et du Balaton aussi. On a même entendu parler à un moment donné de mettre que 2 pilotes par grille, par comme ligne, en F1. comme en F1. Là, ça aurait été compliqué quand même. Ouais, ça a été abandonné. Puis sur certains circuits, ça a obligé les derniers à partir dans le virage. Dans le virage, ouais. Donc ça, c'était pas possible. Moi, je suis un peu dubitatif sur cette disposition qui a été prise de mettre 3 mètres de plus entre les lignes. Alors évidemment, ça fera un moins gros paquet, mais ceux qui vont arriver derrière vont arriver avec beaucoup plus de vitesse, donc il faudra voir. Je ne suis pas certain que ça change fondamentalement les choses. À voir si c'est couplé avec des mesures comme rapprocher la ligne de départ du premier virage en Catalogne, par exemple. Il faudra voir l'année prochaine. C'est ça. Et couplé à ça, on a dès Assen, par contre, alors là, ça va vite, l'interdiction du All Shot Device. On fait bien le distinguo. Le All Shot Device, c'est le système qui permet de bloquer la fourche quasiment comprimée à fond à l'avant. À pas confondre avec le Ride Die Device qui lui permet d'abaisser la moto à l'arrière, qui lui sera interdit mais seulement l'année prochaine. Là on parle juste du dispositif qui permet d'abaisser l'avant de la moto. C'est ça. Toujours dans l'idée de limiter le départ de dragster que font les MotoGP aujourd'hui. Alors ça, je trouve que c'est très très bien. Maintenant, pourquoi attendre l'année prochaine le Ride Device ? On sait bien qu'il y a un petit peu de plomberie à faire quand on veut supprimer ces trucs-là. Le All Shot Device, c'est vraiment quelque chose de très mécanique. C'est une patte et dès qu'il y a une compression, plaf, ça sort. Le Ride Device, c'est beaucoup d'électronique en fait. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Un système. Pour tout enlever, ça prend du temps, à mon avis. Et Exactement. je pense que vu que les motos ont été aussi développées avec cette évolution, je pense que l'enlever et de garder la moto dans la même forme, à mon avis, les départs seraient beaucoup plus compliqués pour les pilotes. Au niveau du comportement de la moto, est-ce qu'il y aurait un problème pour passer la puissance au sol, par exemple ? Ouais, probablement. De toute façon, l'année prochaine, tout va être différent, mais il faudra bien qu'il s'y habitue.
Et puis, toujours au chapitre des news, le retour d'Alex Marquez ce week-end. C'est pas si vieux, son énorme crash quand même en Catalogne. On rappelle qu'il s'était fait une clavicule, ce qui n'est pas non plus la blessure la plus grave du monde, mais c'est très handicapant. Et surtout, il s'était quand même fait mal aux vertèbres, donc revenir aussi vite, c'était un peu chaud. Une fracture marginale, hein, c'est pas. Oui, c'est pas rien c'était sur non plus, c'était, mais malgré tout, c'est une fracture, même si c'est sur le côté, c'est une fracture cervicale. Alors, il va déclarer forfait pour les courses, la sprint et la course longue. Non pas parce qu'il se sentait pas physiquement, il disait qu'il n'était pas au top, mais il aurait pu faire la course simplement. Bon, en ce moment, c'est quand même un climat assez accidentogène, hein, le MotoGP, ça se crache beaucoup. On voit beaucoup de chutes, c'est vrai. C'est ça, il voulait pas une surblessure pour rien. Je pense que ça lui a permis de reprendre un peu des sensations avant Assen, et il espère bien faire un week-end complet à Assen. On va passer directement à la PR pour voir un petit peu qui va se qualifier directement en Q2. On a notre ami Ogura qui est déjà extrêmement à l'aise dès le début. Alors lui, il a vraiment été à l'aise tout le week-end, on va en reparler, hein. Mais c'est Ogura qui va aller chercher le meilleur temps. Devant Bezzecchi et un Digia toujours aussi solide. Bagnaia 4, Marquez 5, Acosta 6, Mir 7, Morera 8, Aldegar 9 et Raoul Fernandez 10. Bien que le garçon, le jeudi, était à l'hôpital parce qu'il avait une appendicite. Bon, le mec, il a quand même fait la course, c'est un peu des surhommes. Sont éliminés de la Q2 directement, entre autres, hein, Martin, Morbidelli, Fabio évidemment, et l'ensemble des Yamaha. Et puis, effectivement, en Q1, c'est, comme on pouvait s'y attendre, Martin et Morbidelli qui vont sortir. Alors Morbidelli, on s'y attendait peut-être moins parce que c'est vrai que c'est pas le pilote qui nous a sorti des performances extraordinaires depuis le début de la saison, mais il a su faire un super tour aussi pour valider sa Q2. Pour Fabio, c'est dommage, hein, le passage en Q2 directement qui loupe de pas grand-chose. Pas grand-chose. Le matin, il était très bien. Il était seulement à 2 dixièmes de Marquez en étant deuxième. On s'est dit, peut-être qu'il va se passer quelque chose. On sait qu'il y a eu quelques coups d'éclat dans le début de saison sur certains GP. Mais bon, on sait que c'est un circuit qu'il aime bien, mais malheureusement, les limites de la Yamaha l'ont toujours un peu emprisonné, et ça a été ça tout le long du week-end. Hein. Ouais, c'est ça. Donc sortent, comme on l'a dit, Martin et Morbidelli en Q2, et puis on va avoir une pole stratosphérique d'Ogura. Alors lui, c'est marrant, hein, on disait il n'y a pas longtemps, quand il arrivera à bien se qualifier, il va falloir faire attention à Ogura parce qu'il va faire très très mal. On va voir ce week-end que quand il se qualifie bien, ça fait des podiums. Donc là, il nous fait une pole avec le record de la piste explosé. Alors il avait déjà été battu la veille, mais enfin je crois que c'est plus d'1 seconde par rapport au record précédent, d'une année sur l'autre, ce qui est quand même... Ouais, c'est ça, il le bat la veille et il le rebat le jour même, le samedi après-midi en Q2. C'est incroyable, hein, ce qu'il fait, hein, Yokura avec l'Aprilia. Un des meilleurs du week-end dans l'équipe de cette marque italienne. C'est ça. Bezzecchi, c'est pas trop mal aussi, mais c'est un peu plus en retrait. Et je pense 4e. que quand on voit que l'équipe satellite fait mieux que nous, ça doit aussi un peu titiller. C'est sûr. C'est sûr. Donc on a effectivement Ogura en pole, Digia 2e, toujours solide, hein, toujours là. Bagnaia 3e, donc Bezzecchi on l'a dit 4e, Marquez 5e. Acosta n'est que 8, et puis on a Martin qui n'est que 10, qui ne va pas l'arranger, hein, puisque lui, on sait qu'après le crash du Balaton, il avait un double long lap en course longue à faire. Ouais. Donc en partant que P10, on peut dire que déjà sa course du dimanche, elle est sérieusement amputée. Et puis Baleyam, toujours catastrophique, hein, Fabio 15, Miller 18, Rins 19, Toprak 21. Heureusement qu'il y a Crutchlow, sinon Toprak qui serait bon dernier. Hein. Et moi, je note quand même Binder 20e. Alors lui, il n'y arrive plus. Hein. Ouais, je sais pas ce qui se passe avec Binder. C'est vrai que Brad Binder, pendant longtemps, a été un peu celui qui portait KTM sur ses épaules. Et là, depuis qu'Acosta est arrivé, déjà la saison dernière, c'était compliqué.
Aujourd'hui, Binder, depuis le début de la saison, on l'a pas trop vu, hein. Non, on l'a pas trop vu. Il n'y a rien de flamboyant du tout. Et puis on sait qu'il n'a pas de guidon pour l'année prochaine. Donc Ouais, c'est un des pilotes qui est menacé de ne plus rouler en MotoGP dès l'année prochaine. ça sent sérieusement le roussi pour lui sur 27. Peut-être du Superbike, on va voir. Mais enfin, en À tout cas, côté- en MotoGP, c'est à peu près sûr qu'on ne devrait plus le voir l'année prochaine. On attend quand Ouais. même. Enfin, moi, j'ai hâte d'avoir un peu ces officialisations. Ouais, parce que ça va faire beaucoup de mouvements et je pense que peut-être les rumeurs sont peut-être vraies pour certaines, mais je pense qu'on peut aussi avoir des surprises à mon avis. Mm, mm. Ouais, c'est clair. Et à côté de Euh, ça, on a aussi un Diogo Moreira, hein, qui continue un peu sur sa bonne lancée, qui se qualifie 6e. Donc encore un ouais. super week-end pour lui, hein. Ouais, il est solide, il est là, hein, vraiment. Hein. Et on a entendu sur Canal encore Laurent Régal qui disait que Honda se pose la question de savoir s'ils vont vraiment faire monter David Alonso du Moto 2 directement aux côtés de Fabio chez Honda. Bon, et Ouais. plutôt mettre Morera à la place. Alors là, Morera a fait un solide week-end. Les résultats sont pas si incroyables que ça, malheureusement, pour lui sur l'ensemble du week-end, tandis qu'Alonso a fait une super course en Moto 2. Il s'est peut-être Ouais. rappelé un peu aux bons souvenirs des décideurs d'Honda. On passe à la course sprint. Ouais. Course sprint, un Francesco Bagnaia qui domine toute la course, hein. C'est sa première victoire en course sprint de l'année 2026 et sa première victoire en course tout court parce qu'on rappelle, il a toujours pas gagné de course, hein, le pilote italien. C'est un peu compliqué, il est sur les podiums. Mais voilà. Après, ça s'interchange pas trop. On a un Ogura qui, pareil, lui qui confirme, hein, qui gère sa course tout le long avec une intelligence de course comme s'il avait 20 ans d'expérience dans le MotoGP. Il Sachant finit pas que loin, hein. non, il finit pas loin, sachant qu'il était parti avec un médium, Ouais, tandis que les deux Ducati officiels eux, étaient en tendre, ce qui semble plus logique sur une course sprint. On sait qu'Ogura a un peu du mal avec le tendre. C'est pas un pneu sur lequel il est à l'aise. Bon, il a quand même claqué une pole avec. ouais, Donc, malgré la pole. voilà. Après, la course n'est pas pareille, ouais, c'est sûr. Mais voilà, globalement, dans une configuration avec plus de carburant, etc., c'est pas un pneu qu'il affectionne. Donc, il a pris le parti courageux de partir en médium sur une sprint. Et ça l'a pas empêché de faire un superbe podium deuxième. On peut imaginer que s'il était plus à l'aise avec le tendre sur la sprint, il aurait pu jouer avec Bagnaia parce qu'il était vraiment, vraiment pas loin. Oui. Ensuite, donc victoire de Bagnaia devant Ogura. On a Martin qui limite la casse 5e. 5e, ouais, il fait une bonne course, hein, Martin. Alors, il y a eu quelques chutes, mais ça lui permet de prendre des points importants, hein. Il prend quand même 5 points en partant 10e. C'est ça. C'est vraiment pas mal. Alors, on rappelle, hein, les longues laps ne se font pas lors de la course sprint, mais lors de la course du dimanche, la course principale. Donc, pour cette Uniquement sur la course, il course avait longue. une course fluide à faire, à gérer. Un Raoul Fernandez encore, hein, encore une Aprilia, hein, qui est vraiment bien classée, 6e. On a aussi un Brad Binder qui, mine de rien, en partant 20e, finit 9e, qui prend le point de la 9e place. Ouais, Puis c'est vrai. un Joan Mir 10e dans le top 10, c'est pas trop mal. Après, à noter quand même que sur cette course sprint, ils ont fini à 15, hein. Le Ouais, dernier ils étaient que étant 15, Alex ouais, Rins, c'est hein. ça. Parce que du coup, Et comme on l'a pas dit, Marc Marquez est sur le podium. Hein. On est passé de oui, suite. Marquez, une belle 3e place. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Diogo Moreira n'a pas fait des résultats extraordinaires. Il a fait une chute dans l'avant-avant-dernier virage en même temps que Maverick Viñales. Les deux sont tombés dans le même virage. Ouais. Pas la même chute. Moreira qui tombe beaucoup plus tôt. Viñales Ouais. qui tombe vraiment à la reprise des gaz. C'est ça. L'arrière qui pousse l'avant, comme on l'a beaucoup vu parmi de nombreuses chutes en MotoGP. Et puis on a quand même pas mal de chutes, hein. On a Pedro Acosta, Luca Marini et Cal Crutchlow, malheureusement, qui tombe, qui est encore là ce week-end. Oui. Et ça fait plaisir aussi de le voir Ouais, c'est vrai. sur plusieurs week-ends. C'est Et vrai, on c'est a la chute de Marco Bezzecchi. Ah bah oui, c'est le tournant du week-end. C'est le tournant du week-end, le tournant de ce samedi. Marco Bezzecchi qui chute. Il était plutôt bien placé, une petite chute de l'avance en grande gravité. Malheureusement, pour tous ceux qui ont regardé la course, on verra une altercation avec le commissaire de piste. Alors, on
on n'a eu que les images sur le départ, on n'a pas eu le fond ni la forme. Tu peux peut-être nous expliquer aussi pourquoi ça Ouais, s'est passé alors, comme ça? en fait, ce qui s'est passé, évidemment, donc Bezzecchi perd l'avant, il va dans les graviers, c'est pas une grosse chute. Au moment où il se relève et où il va vers sa moto, on voit les commissaires de piste déjà à l'œuvre pour relever la moto de Bezzecchi. Et au moment où un des commissaires de piste relève la moto, il accroche en fait l'accélérateur et il met la moto au rupteur. Ça C'est arrive. ça. Et en fait, d'entendre la moto au rupteur, ça a fait péter un plomb à Bezzecchi. On sait que les moteurs sont limités, etc. Faut qu'il fasse attention à la casse. Bref. Et là, il le bouscule une première fois. On voit le Marshall qui comprend pas trop ce qui lui arrive. Et puis là, il lui met carrément une tarte, une tarte, gifle au oui, visage. oui, Ce qui est évidemment inadmissible. Alors on sait, c'est un jeune pilote. C'est pas un mauvais bougre, Bezzecchi. C'est pas voilà, Non, c'est pas un bon, mauvais mec. il joue le championnat, on peut comprendre la Il vient de pression, mais bon, tomber encore une fois en sprint. 4e chute en sprint sur les 9 Voilà, qu'il y a eu, donc c'est énorme. Hein. il sait que le samedi, il est toujours un peu en difficulté. Là, il tombe, il entend ça, il pète un plomb. J'excuse absolument pas, le geste est inadmissible. Il faut quand même rappeler que les Marshalls sont tous, sur tous les circuits du monde, sont tous bénévoles. Bénévole, ouais. Il n'y en a pas un qui est rémunéré. Donc, sans eux, il n'y a pas de course. Donc, s'il y a bien sur le circuit, enfin, personne ne doit être agressé physiquement, mais s'il y a bien un type de personnel sur les circuits qui ne doit pas se faire gigoter par les pilotes, c'est clairement les Marshalls. Il n'y a pas eu de précédent comme ça. On a vu des énervements, on avait vu Fabio, on avait vu un peu Pecco qui shoot dans des trucs. Mais de là à mettre un coup, qui plus est au visage, c'était jamais arrivé. Voilà, Donc, c'était des tons de voix, des actes contre le matériel, voilà, mais de jamais contre la l'agacement. personne. Mais C'est jamais ça. physique. Donc évidemment, Bezzecchi va être suspendu, il va prendre une sanction, il va être suspendu pour la course du dimanche. Aprilia va faire appel qui va être rejeté, donc il ne participera pas à la course du dimanche. On y reviendra sur cet appel d'Aprilia parce que évidemment le geste de Bezzecchi est pas très élégant. Ouais. Il est même nul. Moi, je considère que il a beaucoup de chances de ne prendre qu'une course de suspension. Parce que je pense que s'il avait été 10e au championnat, ça n'aurait pas été impossible qu'il en prenne 2 ou 3. Tu vois. On a quand même des gars qui ont été virés de la FIM parce qu'ils avaient bouffé un steak avec des hormones dedans. Je pense à Andrea Iannone, tu vois. Oui. Et qui a pris je sais pas combien d'années de suspension. Bon, là, il shoot. Il a pris longtemps, ouais. Il shoot un Marshall, il prend une course de suspension. Je pense qu'il s'en sort bien. À mon avis, Aprilia serait sorti un petit peu grandi de ne pas faire appel, de dire ok, notre pilote il a fait une boulette. On respecte la décision, on se tait et voilà. Ce qui est en substance qu'a dit Rivola après d'ailleurs, mais il a quand même fait appel en disant mais je dois défendre mon pilote. Bah non, si ton pilote il fait une connerie, il fait une connerie. Voilà, c'est comme ça. Oui, c'est sûr. Tu as le droit de dire bah mon pilote a fait une connerie, je suis d'accord avec la sanction. Puis moi, c'est un peu comme quand on était à l'école, quoi. Si le maître te grondait quand tu rentrais, il valait mieux pas le dire, sinon t'en prenais une deuxième, tu vois. Oui, c'est clair. Après, c'est j'ai pareil. envie de dire, je trouve que, alors oui, certes, le Marshall fait accélérer la moto, mais c'est aussi à cause de leurs nouvelles règles, comme quoi, je trouve que c'est un peu un escalier en fait, qui amène la moto doit pas jusqu'à caler, ça. c'est là. La moto doit pas caler pour qu'il puisse repartir. Donc tous les constructeurs ont fait que le ralenti était plus haut pour que la moto ne cale pas forcément quand elle tombe, pour que les pilotes puissent repartir. Si on était comme à la saison dernière où il n'y avait pas cette règle, alors certes, ça amène plus de danger. D'un point de vue sécurité, c'est mieux. Mais de ce côté-là, si on regarde sur ce week-end, sur ce samedi, c'est ça qui a amené à ce qu'il y ait cette altercation entre Bezzecchi et le Marshall. La moto aurait calé et il n'y aurait pas eu de sujet, quoi. Ouais, exactement, ils auraient relevé la moto pour la sortir et puis basta, quoi. Et donc Bezzecchi ne va pas marquer de points en sprint, il n'en marquera pas non plus le lendemain puisque de toute façon il est suspendu et ça lui fait 2 week-ends vraiment noirs à la suite puisque là c'est un 0 pointé complètement et pendant ce temps-là en course longue celui qui va tirer son épingle du jeu évidemment, c'est Marc Marquez, puisque lui, il voit l'aubaine. Et on l'avait dit au dernier podcast, si tu te souviens, c'est un ogre. S'il voit que devant, il y a le moindre petit truc. Et d'ailleurs, alors Ogoran va prendre un bien meilleur départ que la veille, il va s'installer en tête. Marquez va aussi prendre un meilleur départ qu'en sprint, puisqu'il est assez rapidement 3e, alors qu'il avait mis un petit peu plus de temps la veille à remonter.
Ouais. On va avoir une jolie passe d'armes entre Ogura et Bagnaia, qui nous permettra d'ailleurs de voir vraiment avec quelle facilité cette Aprilia tourne. C'était assez C'est clair. bluffant le contraste entre l'Aprilia et la Ducati. Et je sais pas si tu as entendu le débrief après la sprint, tu sais où ils sont tous les trois dans le véhicule. Dans la cool Donc room aussi, ouais, ils en ont parlé. Marquez, Bagnaia et Ogura, donc ils l'ont chambré sur son âge quand il disait, on a vu à la fin de la course, quand il disait qu'ils étaient morts et que Ogura il était tout frais, il Ouais. disait il a 25 ans, c'est normal. Et Bagnaia disait justement, quand il a roulé derrière Ogura pendant la sprint ou pendant les essais, il disait c'est fou à quel point il rentre en glisse, et la moto tourne. Il dit, Ouais. moi si j'essaie de rentrer en glisse, je suis large quoi. Ouais, c'est ça. Bah, lui, il a le sourire Bagnaia parce qu'il se dit je vais monter sur cette moto l'année prochaine, elle est pas mal. C'est clair. Je pense Lui que qui avait un Ogura, faut problème qu'il avec profite. le train avant, Ouais, ça va lui absolument. faire du bien. Ouais. On va voir la chute de Fabio au deuxième tour. Il était 12e, il était pas si mal. En plus, fait il un- était pas il- très très loin. Il fait un mauvais départ, Mm. pour le coup. Il remonte bien dans le premier tour. Après, c'est une chute d'attaque, hein, ni plus ni moins. Hein. Ouais, oui, c'est ça, il préfère- poussait. Hein. En tant que fan de Fabio, je préfère le voir tomber en essayant que le voir faire comme au Mugello, à ralentir et finir presque dernier. Quoi, hein. Moi, je suis d'accord. Après, Mais bon, faut pas qu'il se blesse non plus pour, Oui, voilà, c'est ça. pour rien. Mais Et on peut comprendre les deux, quoi. Hein, voilà. Mais... en fait, quand on est sur un circuit qu'on aime, je pense que c'est compréhensible d'essayer de pousser. Bien Et sûr. tant pis si on tombe, quoi. Parce que si on n'essaye sûr. pas, on se dit peut-être que c'est là où j'aurais pu faire quelque chose. Mais bon, il est toujours limité par cette Yamaha, malheureusement. Hein. On peut pas lui en vouloir. On peut en vouloir à Yamaha, par contre. Mais bon, Ouais, lui, je pense qu'on n'est faut pas, on n'est qu'il- pas les seuls, effectivement. Et puis tous ceux qui ont d'ores et déjà signé pour l'année prochaine doivent se faire du souci, mais on va en reparler puisqu'il y a eu des essais le lundi. Ouais, On y reviendra après la course. Donc on va Marquez qui va passer en tête avec un dépassement comme il sait faire. J'ai trouvé qu'il partait d'hyper loin, mais il a Ouais. relâché les freins et il a fait un dépassement qui était magnifique. au 16e tour, ouais. C'est ça. Pendant ce temps-là, notre ami Martin, il va faire son double long lap et il va le faire en exploitant. Alors, j'ai trouvé ça un peu étrange parce que quand tu fais un long lap, dès que tu mords, il compte pas. Mais là, à la sortie du long lap, il allait pour garder vraiment un max d'accélération. Il allait sur la partie prend la verte. partie verte. Et puis pas qu'un peu. Hein. Pas qu'un Pour peu. le coup, Non, il y les allait graviers étaient franchement. proches. Hein. Bon, quitte à cramer un passage dans la partie verte, autant y aller franchement. Mais je trouve ça assez étonnant que sur un long lap qui est une pénalité, tu puisses profiter d'un autre point de règlement pour t'élancer un peu mieux. Bon. Alors pour le coup, quand les long laps ont été instaurés, on l'a vu surtout avec le long lap du Mans, où pareil, on ressort très proche de la zone verte. La première année où les long laps sont arrivés, quand on faisait un long lap et qu'on mettait une roue, ne serait-ce qu'une roue dans la partie verte à la sortie, Le long lap ne comptait pas. on reprenait un long lap parce qu'il fallait le refaire. Est-ce que la règle a changé? Après, j'ai entendu dire qu'il avait beaucoup essayé pendant les essais ce long lap et que malheureusement, c'était compliqué de ressortir De réaccélérer. bien et de réaccélérer. Après, le long lap n'a pas changé. On se rappelle de Johan Zarco quand il était sur la Avintia. Il nous fait un long lap super et il ressort dans les limites de piste. Hein. Ouais. Non, mais après, certainement qu'avec tous les essais qu'il a fait avant les courses sur ces longues laps, ils ont dû éplucher le règlement et il a dû voir qu'il avait le droit de faire ça. Donc après, il a managé son droit à 5 passages dans l'herbe. Il en a cramé 2 à ce moment-là. Ce qui a permis au premier, d'ailleurs, on s'attendait à ce qu'il ressorte derrière Morbidelli. Et en fait, grâce à ça, il est ressorti devant. Ouais. Il est ressorti devant. Ogura va être deuxième après un joli dépassement aussi sur Bagnaia. Et puis on se dit là, à ce moment-là, moi je me dis tiens, avec les fins de course qu'il fait Ogura, ça va quand même être difficile pour Marquez. Il peut revenir. Et puis Ogura peut aller chercher sa première victoire en MotoGP, ce qui aurait quand même été beau, hein, franchement. Entre nous, ça aurait été plutôt. Enfin moi, ça m'aurait plutôt plu. Ouais, moi j'aurais été content pour lui. Il le mérite. Hein. Et il le mérite. Et puis non, tu vois, là il lui en a manqué un tout petit peu. Marquez avait ce petit truc en plus, comme il peut avoir de temps en temps. Il n'y a pas des écarts de fou, il finit à 4 dixièmes, Ogura. Donc il n'a jamais cessé de lui mettre la pression. Il n'a jamais été en mesure non plus de l'attaquer. Ça faisait vachement de yo-yo. Je ne sais pas si tu as vu dans les derniers tours, Marquez passait la ligne avec 5 dixièmes, 4 dixièmes, puis il reprenait vachement dans le premier et le deuxième secteur.
Enfin, il perdait vachement dans le deuxième secteur. Dans le troisième, par contre, il reprenait pas mal. Et après, on a entendu dire aussi dans la cool room que Marquez en fait, avait le même rythme, quoi. Ogura dit il roulait aussi vite que moi, donc j'ai rien pu faire de plus, quoi. Sinon, je me mettais par terre. C'est ça. Donc, en fait, c'est Marc Marquez, quoi. Hein. Il Oui, s'est c'est fait ça. opérer il y a 3 semaines et il arrive à maintenir un rythme énorme face à un pilote qui gère très bien les pneus et qui en plus a une moto qui permet une gestion des pneus super. Et en fait, il arrive et en plus, je ne sais pas si tu t'en rappelles, lors du dernier podcast, on a aussi dit que le Balaton Park c'était un circuit à gauche, Mhm. un circuit où il se sent mieux, surtout depuis l'opération. Il l'avait dit. Brno, c'est un circuit qui tourne à droite. Hein. C'est un circuit qui tourne à droite, c'est un circuit avec plutôt des grandes courbes façon Mugello, donc qui lui posait problème. Ouais. Donc, Des freinages là, en descente aussi. des freinages en descente. Là, on peut dire que, a priori, d'ailleurs, il le dit maintenant, il le dit autant jusqu'à présent, j'étais plutôt en mode survie. Maintenant, je vais pouvoir me mettre en mode attaque. Ouais, c'est ça. Et donc, heureusement qu'Ogura est là pour sauver les meubles de la maison de Noalé, en finissant deuxième. Bagnaia troisième. Digia, sans faire de bruit, toujours solide, cinquième. Et puis, quatrième, pardon. Et puis Johan Mir, cinquième. Beau Johan Mir qu'on a cinquième. Ouais. Ça a dû lui faire plaisir, lui, hein, parce que Ouais, de rien, il en a besoin, je pense. Les chutes, il en a eu à répétition quand même, il en a eu pas mal. Une bonne 5e place, un petit coup d'éclat comme ça doit lui faire du bien au moral. Ça doit faire du bien, effectivement. Martin, malgré ses 2 longues laps, fait 9e. Donc il limite un peu la casse, mais enfin, celui qui fait quand même la grosse opération, c'est Marc Marquez. Alors, on s'était dit après le Balaton, tiens, si ce week-end de course n'est pas, en tout cas, le basculement de la saison, est-ce que c'est pas le redémarrage, tout simplement, presque d'une nouvelle saison? On peut dire on avait dit que c'était une nouvelle saison, hein, quasiment. Ouais, hein. ouais. Là, Et si on regarde il est revenu dans le game, c'est sûr. Ah oui. Mais de toute façon, si on regarde le classement, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 4 prétendants au titre. Voire même 5 si on compte Ogura, parce que Ogura, il est 5e, hein, il a 46 points de Bezzeki maintenant, parce que lui, il fait deux deuxième places. Ça lui fait 40 points, enfin pas 40 points. Ça lui fait les 20 points de la course et les 11 de la course sprint. Les 9 de la course sprint. Voilà. Hein. Puis Marc Marquez qui revient à 40 points. Il faut rappeler quand même que depuis le Mugello, Marc Marquez, donc depuis le Mugello, il n'y a eu que 3 Grands Prix. Hein. Il a repris 62 points. Hein. C'est énorme. Hein. Ouais, en fait, il a repris 62 points en 2 week-ends de course. Hein. C'est ça. Il est passé de 102 points après le Mugello à 40. À 40. Alors, à la faveur de plein de choses. Hein. Martin qui strike à peu près tous les pilotes au Balaton. Bezzeki qui pète un boulard ici à Brno. Mais bon, malgré tout... C'est des faits. Hein. Voilà, comptablement, ça fait 62 points de repris. C'est ça. Qui fait pas de bruit non plus, mais qui est revenu à seulement 23 points, c'est Digia. Hein. Digia, ouais. Voilà, Martin est à 8 points. Donc, il est dans son silence, Fabio Di Antonio. On l'entend pas parler, on l'entend rien dire, mais mine de rien, il est il y a un chasseur derrière. Hein. Il est à 23 points. Et tu vois, je reviens rapidement sur la crise chez Aprilia. Au Balaton, Martin fait une erreur de pilotage. Il se fait flinguer par Rivola. Oui. La Bezzeki pète un câble. Je trouve, à mon sens, que c'est quand même nettement moins excusable. Et Rivola fait appel et lui apporte globalement son soutien, même s'il condamne le geste. Oui. Ce 2 poids 2 mesures comme ça, au sein d'une écurie, c'est exactement ce dont on parlait au dernier podcast. Toutes ces petites choses qui sont en train de se fissurer chez Aprilia parce qu'ils n'ont pas l'habitude de manager deux prétendants au titre, ouais. 2 prétendants au titre et d'être les chassés, non plus les chasseurs, comme on disait la dernière fois. Et pendant ce temps-là, tu as Marc Marquez qui revient, qui te dit non, je suis pas encore à 100%, puis qui te reprend 62 points en 2 week-ends. C'est ça. Je trouve que il y a un peu trop d'ambivalence chez Aprilia, surtout du côté de Massimo Rivola. Martin, alors est-ce que Martin, il se devait pas de l'engueuler par rapport au strike, dû au fait qu'il est venu complètement engueuler
Trackhouse quand il y a eu les strikes à la course du dimanche à Alors Barcelone. oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant, quand il vient engueuler l'équipe Trackhouse à Barcelone, on est après un 3e départ suite à 2 drapeaux rouges. Oui, On est au premier tour de la course. Fernandez fait un espèce de dive bomb qui a rien à faire là. Au premier tour de la course, là, l'erreur de Martin, elle est sur un circuit où on sait que l'asphalte sur le départ et le premier virage était pourri. Dans un départ en paquet, avec vraisemblablement quand même un truc qui marche pas normalement Ah sur ben le all shot device. totalement. Je veux dire, Je suis pas d'accord avec ce que Rivo l'a fait au niveau de la je- différence de ces deux pilotes. C'est sûr que là je comprends Martin, pas pour le bien, coup, sachant que Martin s'en va. Donc en termes d'ambiance, ça doit je pas pense être que la joie dans le box ça Aprilia. doit être ça aussi, ouais. Avec 2 pilotes qui mènent le championnat. Donc normalement, tu es plutôt dans une position où ça va les gars, on peut respirer. clair. Là, c'est pas le cas. Mine de rien, Pecco, eh bien lui aussi, hein, il reprend des gros points. Il revient à 53 points, il est 7e. Il se rapproche fort d'Acosta. Et puis Mm. Pecco, il en est à son 4e podium consécutif. Ouais. Alors, 3 dernières positions sur les 3 derniers Grands Prix. c'est ça, en se disant que celui-là, en tout cas, de podium en course longue, il est peut-être beaucoup plus concluant que celui qu'on a vu sur les courses précédentes où il y avait un petit peu d'effet de course. Donc certains podiums étaient un C'est peu ça. heureux. Là, D'autant plus celui-là, c'est un podium solide, quoi. il a mené 15 tours en ayant un rythme assez soutenu, hein. Ouais, Alors ouais, ouais. Marquez se promenait sûrement un peu, il a géré, hein, on connaît l'intelligence de course de Marquez. Quand il est revenu, il est revenu. Mais Bagnaia a imposé son rythme, hein. Ouais, tout à fait. Donc voilà, on assiste à ce qu'on disait depuis un petit moment. Je ne sais pas si c'est vraiment le réveil des Ducati. L'Aprilia est toujours une excellente moto, on l'a vu, hein, quand Ogura la faisait tourner, c'était quand même bluffant. Mais je suis pas si sûr que la Ducati était si loin que ça. Je pense que c'était plutôt les pilotes qui n'étaient pas à leur niveau Était normal, Marquez pas. blessé, Ouais, etc. voilà, c'est ça. Là, les pilotes reviennent en forme. La moto, forcément, à force de travailler, tu accumules un petit peu des datas, de l'expérience. Ils disent qu'ils ont trouvé un petit peu des choses sur l'avant, qui t'a dégradé un petit peu l'arrière, ce qui pénalise un peu Pecco en fin de course, Ouais. moins Marquez. Mais enfin, globalement, le niveau s'équilibre un petit peu entre les Aprilia et les Ducati. Donc, on va avoir une fin de saison qui va être absolument géniale. Ah oui, parce que on a encore pas mal de Grands Prix, hein, avant mine de rien cette fin de saison. Donc je pense qu'on va avoir de la bataille et ça va être très intéressant à suivre. Et oui, ce Grand Prix de République tchèque n'était que le 9e sur 22. Dès la semaine prochaine, on se rend à Assen, qui est un circuit que perso, moi j'adore. La cathédrale de la vitesse. C'est ça, dans le temple d'Assen pour le Dutch TT. C'est un circuit qui réussit pas trop à Marquez et qui, à l'inverse, réussit plutôt bien aux Aprilia. Mm. Donc, c'est le moment pour les gars de chez Aprilia de prendre des points à Marquez parce que après, on va en Allemagne au Sachsenring et là, Et là, on sait à que mon Marquez, avis, il est quasi intouchable. ça va être compliqué. Restez chez vous, la victoire, elle est pour lui. Donc, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose de fort à Assen et qu'il lui reprenne des points parce que si Marquez limite la casse à Assen, il va en reprendre fort au Sachsenring et après ils auront une pause assez longue jusqu'au week-end du 9 août là pour le Grand Prix de Silverstone et après on aura encore une pause jusqu'à la fin août donc après le Sachsenring il va avoir du temps pour encore reprendre de la condition physique puis après par contre on va enchaîner les Après, courses on sait que à la suite. les fins de saison depuis quelques années sont très chargées. Les pilotes le Ouais. disent, hein. En plus, avec la double course sur les week-ends Oui. maintenant, avec la course sprint, c'est très compliqué, surtout dans les pays où il fait assez chaud. Australie, là on va avoir Australie, Malaisie, Qatar, c'est C'est que ça. des back-to-back. Hein. On va avoir le Aragon aussi, en Espagne, où à cette période de l'année, il fait très chaud. Après, on verra, hein. Mais en attendant, on va avoir un championnat très disputé. Je pense que sur les dernières années, depuis entre guillemets cette nouvelle ère MotoGP qu'on a, on n'a pas eu de championnat aussi disputé, du moins avec autant de pilotes. Ouais, c'est vrai. Le podcast est déjà un peu long. Alors, ce que je te propose, c'est de faire un petit point très rapide sur les essais qui ont eu lieu ce lundi à Brno, Ouais. qui étaient les premiers essais avec les 850, donc les motos de l'année prochaine, et les pneus Pirelli.
Alors évidemment, vu le jeu de chaises musicales qu'on s'apprête à vivre avec ce mercato, tous les pilotes n'ont pas pu prendre part à ces essais. On se doute bien qu'un pilote qui va quitter la marque, les constructeurs ne veulent pas le mettre sur leur future machine pour qu'il donne les infos aux constructeurs suivants. Tous n'ont pas fait ça, et c'est quand même à noter. Mais globalement, Ducati, c'est Marc Marquez et Fermin Aldeguer qui a roulé. Pecco étant en partance pour Aprilia, il n'a pas roulé sur la 850. On a Aprilia qui va aligner de la même manière Marco Bezzecchi et Raúl Fernandez, et pas Jorge Martin, puisqu'il s'en va lui aussi vraisemblablement chez Yamaha. KTM a fait rouler par contre Pedro Acosta, bien qu'il s'en aille, avec Dani Pedrosa. Ouais. Je pense qu'il y a un tel écart de niveau avec les autres pour Pedro qu'ils avaient vraiment besoin des retours de Pedro et pas de Binder, par exemple. Ouais, je pense que ça se joue sur ça. Sinon, je trouve ça un peu bête de faire rouler un pilote qui sera pas forcément sur ta moto l'année prochaine avec le nouveau prototype. C'est donner des infos à quelqu'un qui part. C'est ça. Honda a demandé à Joan Mir et Luca Marini, malgré tout, de mener ce test. Mais bon, en même temps, ils ont que Takaki Nakagami. Donc il leur faut quand même des pilotes. Il lui en manque un peu à Nakagami, hein, et on sait bien qu'à ce niveau-là, il faut pousser quand même la moto dans ses retranchements pour avoir le bon feedback à donner aux ingénieurs. Et puis bien entendu, Yamaha n'aura pas fait rouler Fabio, ils auront fait rouler Toprak et Augusto Fernandez. Sachant que ces tests étaient des tests organisés pour la première fois avec les Pirelli et que pour l'instant c'est toujours Michelin évidemment, le manufacturier unique du MotoGP, Michelin a demandé à ce qu'il n'y ait aucune image, aucune info sur ce Grand Prix-là. C'est une histoire de gros sous et on peut le comprendre sur cet essai. Malgré tout, on a quelques petits trucs qui ont fuité et quelques chronos qui sont sortis. Alors, rien n'est officiel dans tout ça, mais on a des écarts qui sont relativement limités. Alors, entre le meilleur tour en course pendant le Grand Prix et le meilleur tour fait pendant ces essais-là. On a Aprilia qui avait un 1,53 291 en course pour 1,53 9 sur le meilleur tour des essais. Donc il n'y a pas un écart qui est énorme, il y a 6 dixièmes et demi. Un petit peu plus grand chez Ducati, où on avait 53,1 pour 54,0 sur le test. Donc pas mal, 8 dixièmes et demi, c'est pas vilain. La grosse surprise, qui connaissent pas. C'est ça. La grosse surprise, c'est Yamaha, qui avait un 54,3 pendant le Grand Prix et qui a fait un 54,2 pendant l'essai, donc plus vite. On ne sait pas qui a fait le chrono, mais c'est vraisemblablement Toprak, hein, c'est le plus rapide de tous. Oui. Et surtout, Toprak connaît les Pirelli. Donc, ceci explique peut-être cela. Ouais, et du coup, on peut pas forcément se faire un ordre d'idée. Non. C'est dommage, mais du coup, ça fausse un peu entre guillemets, le résultat. Et puis pour finir, on a pareil à peu près 8 dixièmes d'écart entre pour la KTM entre le Grand Prix et l'essai. Et un peu plus inquiétant, presque une seconde 2 pour la Honda, un petit peu plus lente. Bon, ça reste, alors là pour le coup, souvent les essais on dit on sait pas trop ce qu'ils font, est-ce qu'ils font du time attack ou pas. Là pour le coup, on sait absolument rien. Donc on vous a livré ça comme ça. Globalement, tout le monde est moins vite avec la 850, ce qui paraît pas surprenant, sauf Yamaha. Alors soit leur 850 est très très bien né, soit vraiment ça confirme qu'ils avaient complètement abandonné le V4000 et qu'ils se concentraient sur la 850, ce qui serait bien pour ceux qui arrivent et peut-être dommage pour Fabio. On va pas faire de plan sur la comète, mais en tout cas ça s'annonce intéressant, ce nouveau règlement, avec peut-être des cartes un petit peu rééquilibrées et redistribuées. Voilà pour ce qu'on pouvait vous dire sur ce week-end de Grand Prix en République tchèque. On se retrouve dès la semaine prochaine après le Grand Prix d'Assen. On vous souhaite une bonne journée, gardez la pêche, prenez soin de vous, likez le podcast s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, ça nous aide pour les référencements. Ce podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et puis on vous dit à la semaine prochaine. Salut! À la semaine prochaine!